Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café. Tech Café, c'est votre rendez-vous en podcast qui vous parle de l'actu tech et d'ailleurs de tous ces enjeux, qu'ils soient les enjeux de société, de sécurité ou d'intelligence artificielle. Et vous le savez également, en fin de semaine, on a un épisode supplément qui soit prend la forme d'une interview, prend la forme d'un dossier ou va explorer des news complémentaires, peut-être parfois un peu plus expertes. Alors si vous voulez l'essentiel de l'actu des nouvelles technologies, vous pouvez écouter l'épisode précédent dans le flux du podcast. Si jamais vous voulez un épisode au format interview, vous pouvez écouter encore l'épisode précédent de vendredi dernier où on a eu la chance de recevoir Luc Julia qui nous a parlé un petit peu de l'intelligence artificielle telle qu'elle se présente en 2024. Est-ce que ça changeait la donne par rapport à ses précédentes affirmations? Je vous laisse écouter et en profiter. En attendant, dans cet épisode, on va pouvoir parler, entre autres, parce qu'on vous l'a dit à plusieurs reprises durant les derniers épisodes, du Computex et de toutes les infos associées qu'il ne fallait pas manquer. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui qui a savamment concocté le programme de cet épisode. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, et comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien. Eh ben, je suis ravi de l'entendre. Moi, je me maintiens avec ma gorge un petit peu abîmée avec mon rhume. mais je sens que ça ira de mieux en mieux là dans les jours à venir. Le pire est derrière moi, inévitablement. On peut rappeler aux auditeurs et aux auditrices qui apprécieraient le podcast et qui passeraient des bons moments, qui seraient tristes si jamais un nouvel épisode ne sortait pas 2 fois par semaine dans leur app de podcast, pour leur donner une info pratique qui est sourcée et qui est de qualité, avec un ton et un format agréable à écouter, qui peut s'insérer dans le quotidien de manière utile et pratique, que ce soit dans les transports, le sport, le ménage ou d'autres activités que vous saurez me remonter. Vous pouvez évidemment nous soutenir sur patreon.com/techcafé. Le plus simple, si vous envisagez la chose, c'est d'aller dans les notes de l'épisode pendant même que vous l'écoutez et vous cliquez sur un des premiers liens dispo dans les notes de l'épisode. Vous cliquez sur Patreon et vous arrivez sur la page et vous pouvez soutenir notre production de ce podcast semaine après semaine. Je vous invite aussi à en profiter. Il y a un autre lien juste en dessous qui vous permet d'accéder au serveur Discord de Tech Café, techcafé.fr/Discord, où vous pouvez discuter entre vous et avec nous. Et enfin, à nous évaluer et à évaluer le podcast sur Apple Podcast, sur Podcast Addict et sur Spotify. L'enjeu, vous le connaissez maintenant, c'est de montrer à celles et ceux qui découvriraient Tech Café que c'est un podcast d'une immense et inégalable qualité. Sans autre forme de procès, on se plonge tout de suite, Guillaume, dans Computex. Le nom est toujours un peu has-been, un peu rétro, je trouve. Mais bon, c'est quand même un marqueur important parce qu'il y a toujours plein d'annonces en matière de matériel, évidemment. Guillaume, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce Computex 2024? Tu ne te crois pas si bien dire en disant qu'il est un petit peu rétro dans certains... si tu veux, d'une certaine manière. Alors oui, c'est vrai que c'était le Computex 2024, c'est à Taipei, à Taïwan. Donc c'était un show riche en émotions, et aussi riche en gadgets, en matos, hein, et ça aussi était un show riche en très jolies filles, en petites tenues. Et c'est assez frappant de voir qu'à Taïwan, on est resté dans cet esprit qui était un petit peu celui de l'e-Cube ou du CES des années 90 ou 2000. C'est-à-dire des hôtesses sexy pour vendre des boîtiers de PC, ou des ventirades, ou des moniteurs 400 Hz. Bon. Une sorte d'anachronisme qui a gagné même Jensen Huang lui-même, donc Jensen Huang, CEO de la plus grosse boîte tech du monde, ou presque, qui fait des autographes sur des nichons, voilà, au calme. Imaginez 2 secondes Tim Cook ou Satya Nadella signer sur le corsage d'une jeune femme, vous avez Jensen qui l'a fait en mode rockstar, carrément. Alors Jensen, il a pris la confiance, il faut dire que Nvidia, il marche sur l'eau autant qu'il marche sur la gueule de toute la concurrence. 88% de part de marché des GPU, un AMD qui est à la peine, et un Intel qui a été relégué dans le caniveau, voilà, sous une pluie battante, avec quelques bâtards crasseux errant là-bas vos lèvres. Et j'exagère à peine, parce que souvenez-vous, ne serait-ce que sur les cartes graphiques, Intel a sorti donc ses propres cartes externes PCI Express, comme les Radeon ou les GeForce, ça s'appelait les Intel Arc. Si, souvenez-vous. Et début 2023, ils avaient quand même 4% du marché. Et on s'est dit, ça peut que monter, et bon, en fin d'année, ils avaient 1%. Puis là, on s'est dit, ça peut que monter. Eh ben non, début 2024, ils sont tombés à 0 tout rond. Pendant ce temps, Nvidia pèse 3000 milliards de dollars en bourse et se tire la bourre avec Apple pour la deuxième boîte la plus riche du monde. Si vous vous posez la question sur le classement complet, en fait, c'est Microsoft qui est au-dessus d'une courte tête, autour de 3150 milliards. Apple et Nvidia sont donc autour des 3000, autour des 3000 chacun. Alphabet est assez loin derrière, finalement, avec 2100 milliards. Après, on a Amazon avec 1900 milliards, qui est tout juste devant Aramco, donc les pétroliers saoudiens.
Meta étant encore loin derrière avec 1250 milliards de dollars voilà, seulement. Donc voilà pour le quintet gagnant, je sais même pas s'il y en a 5, mais bon, on s'en fout. Donc Jensen était carrément en mode rockstar, hein, d'autant qu'il est d'origine taïwanaise, donc il est sur ses terres. Et bien sûr, il a fait son show avec une longue keynote dans laquelle il y avait quand même pas mal de choses qu'on avait déjà vues à la GTC, hein, inévitablement. Donc il y avait un gros focus sur la météo d'ailleurs, comment l'IA peut améliorer les prévisions, sur Earth 2, qui va utiliser donc les deux, hein, qui va utiliser l'IA et aussi comment dire, les algorithmes standards, on va dire, en physique, hein, pour avoir une prévision du temps qui sera au niveau vraiment très très local, c'est-à-dire au niveau du mètre, en prenant en compte même les effets des buildings sur les vents. C'est-à-dire les vents s'engouffrent dans les buildings, ça modifie un petit peu la météo locale, quoi. Les microclimats, c'est-à-dire la granularité qu'on peut avoir. On a eu une représentation de Blackwell, hein, un gros focus sur la robotique aussi, parce que bon, Nvidia se fait des gonades dorées à leur fin avec ses serveurs de deep learning là tout de suite, mais il faudrait voir à pas s'arrêter en si bon chemin, parce qu'il faut oui. conquérir d'autres marchés. Donc la prochaine étape, c'est les robots partout, les robots intelligents, hein, qui seront voilà, tout naturellement les versions incarnées, c'est-à-dire mobiles, à roulette ou sur pattes, des assistants qu'on est en train de créer aujourd'hui. Et de s'entraîner, voilà, ils sont en train de s'entraîner dans des mondes virtuels, omniverse, tout ça. Bon, voilà, on connaît un petit peu la chanson, parce que bon, il revient quand même assez souvent dessus. Et donc, ces IA incarnées seront bien entendu propulsées par des puces Nvidia. Donc, des robots partout, des robots pour tous, et Nvidia partout. Encore plus de pognon et des actions qui se satellisent, voilà, youpi. Ce futur radieux d'hyper ultra richesse pour Nvidia se construit dès aujourd'hui, donc avec Blackwell, et demain avec Rubin, qui est donc le nom de code de la prochaine génération. Alors Rubin utilisera de la HBM4, du NVLink 6, un nouveau CPU qui s'appellera Vera, pour Vera Rubin, et puis voilà, vous multipliez tout par deux en gros, et puis hop, voilà, c'est pour 2026, on n'en sait pas beaucoup plus, hein, de toute façon, c'était voilà, juste un transparent. Côté logiciel, Nvidia a montré des humains hyper réalistes, avec un niveau de détail littéralement millimétrique, tu peux zoomer vraiment sur les pores du gars, c'était impressionnant. On avait déjà évoqué le projet G-Assist, donc on va pas revenir dessus ici. Nvidia a aussi présenté un concept intéressant pour l'IA et le deep learning qui s'appelle les NIMS. Alors, les NIMS, ça veut dire Nvidia Inference Microservices. Et donc pour résumer, c'est Docker, mais pour les IA. Donc c'est des modèles de deep learning qui sont conteneurisés, qui contiennent tout ce qu'il faut pour être déployés très vite via Kubernetes. Donc Kubernetes. C'est plutôt pour les pros, c'est sûr. Le but, c'est d'avoir un catalogue en fait de NIMS, comme ça, un petit peu pour tout. Donc tu choisis, tu veux un LLM, un générateur d'images, un synthétiseur vocal, voilà, ou des trucs plus spécialisés, hein, comme des prédicteurs pour la physique, ou des modules de segmentation pour l'imagerie médicale, ou un truc pour robots, voilà, que sais-je. Tu le choisis dans ton catalogue et tu le télécharges. Et puis, comme avec Docker, hein, tous les beaux logiciels, dans les bonnes versions, tout ça, toutes les dépendances sont inclus avec les poids. Et bon, sous réserve évidemment que tu aies le matos pour le faire tourner, tu le lances comme un Docker, quoi, comme un container. Et donc, évidemment, tu peux louer une petite instance NVIDIA H100 au passage. Et donc, tu déploies tout ça super facilement. Donc, c'est une keynote qui était intéressante, hein, si ce n'est totalement incroyable, hein, pour un NVIDIA qui, de toute façon, craint des gains, littéralement, puisque la concurrence, d'ailleurs, tente des trucs et s'organise. Hein. La semaine dernière, hein, Google, Intel, Microsoft, AMD et Meta, et d'autres encore, hein, se sont organisés en consortium pour créer une norme de communication entre GPU. Donc un truc qui est concurrent de NVLink. Ça s'appellera d'ailleurs UALink. Donc ce truc, comme le NVLink, hein, ça permet de considérer plusieurs puces physiques, donc plusieurs, pour visualiser ça comme plusieurs cartes graphiques dans votre serveur, comme une seule puce, donc pour faire simple. Donc vous avez des connecteurs, hein, elles sont connectées entre elles sur un réseau NVLink, et finalement, du point de vue logiciel, vous avez une seule énorme carte graphique comme ça. Ça peut même courir sur plusieurs serveurs. Donc c'est une alliance qui pèse très lourd, hein, quand même, hein, avec Google, Intel, tout ça, bon voilà. Et donc on lui a parlé à Jensen, on lui a dit t'as vu UALink et tout ça, et lui il a dit il a balayé ça d'un revers de main. Interrogé là-dessus, il pointe du doigt le fait que pendant que la concurrence essaye de s'organiser et propose un projet, eux ils en sont déjà à leur 5e version de NVLink. Et le temps qu'ils sortent un vrai produit, ça sera le 7e ou 8e, et donc il était beaucoup plus inquiet pour son sandwich à la dinde que pour UALink. C'est même pas une blague. Il n'avait pas mangé, il s'est littéralement fait le sandwich pendant la conférence de presse. Parce qu'il n'a pas le temps, Jensen, tu vois. À la classe. C'est quand même la classe de revendiquer comme ça le fait de ne pas avoir de temps. Ça renvoie des messages bizarres. Mais bon, c'est aussi ça, Jensen Huang. On regarde aussi ce qui se passe du côté d'AMD, Guillaume. Oui, on avait déjà évoqué dans l'hebdo les nouvelles puces AMD pour portable, les Ryzen AI.
On peut s'attarder un petit peu d'ailleurs sur cette nouvelle nomenclature, puisque auparavant on avait une nomenclature qui n'était pas géniale, mais bon, c'était habitué. Mhm. Donc vous les connaissez sans doute, hein, s'il y en avait 4 chiffres et une lettre. Donc, par exemple, vous aviez le Ryzen 7640U. Ça veut dire quoi? Bon, ben, le premier chiffre, en fait, c'est l'année. Et d'ailleurs, c'est un problème en soi, parce que 7, ça voulait dire année 2023, et ça voulait pas dire une Pas évident de ben, retrouver ça. oui, surtout, c'était pas une architecture spécifique. Et donc, ça veut dire que tu as un 7730U et un 5800U qui sont absolument identiques, mais ça se voit pas du tout. Donc, c'était un problème. Donc, c'est une des raisons qui ont poussé à changer. Alors, dans l'ancienne nomenclature, le second chiffre, c'était la gamme. Donc, au plus c'est haut, au plus c'est cher et au plus c'est puissant. Ça va de 1. Le 1, c'est les classes Athlon, donc c'est des bouses, jusqu'à 8 pour les classes Ryzen 9. Et ensuite, c'est l'architecture, donc 4 pour Zen 4, 5 pour Zen 5, et voilà. Le dernier chiffre, c'est encore la gamme, parce que c'est des sous-gammes, donc c'est 0 pour le normal et 5 pour un peu plus cher pour les enthousiastes. Et après, la lettre, c'est le form factor, le TDP si tu veux. Donc U, c'est pour les ultra portables, donc c'est un TDP autour de 20 watts, C pour entre 15 et 18 watts, E, le petit E, c'est pour 9 watts, c'est très rare, HS, c'est pour le 35 watts, c'est un peu le standard, et puis après HX, c'est pour les 55 watts et plus, donc les trucs qui consomment plus et qui sont plus puissants. Bon, c'est une nomenclature qui n'est pas inutile de revoir aussi parce qu'elle perdure un petit peu dans les processeurs, enfin elle perdure même carrément dans les processeurs de bureau. Les Ryzen 9000 ont été lancés et donc ils ont la même nomenclature, hein, c'est pour les puces, pour les ordinateurs portables que ça va changer. Donc le CPU au nom de code Strix Point, donc c'est un composant pour portable, et il est en particulier fait pour les copilotes PC, hein, puisqu'il inaugure une nouvelle nomenclature et il s'appelle Ryzen AI, hein, c'est pas pour rien. Donc il s'appelle, attention, Ryzen AI 9 HX 370. Alors, putain. Bon, le Ryzen AI c'est pour faire style. 9, c'est parce qu'il y a un NPU. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle AI. Le 9, c'est comme d'habitude, le Ryzen 5 79, c'est pareil. Le HX, c'est pareil aussi qu'avant. On pourra avoir des Ryzen AI 5U, par exemple, il n'y a pas de problème. Et puis après, il y a 3 chiffres. Donc le premier, il donne la génération du processeur. Donc là, c'est 3. Pourquoi 3? Parce que ça n'a aucun rapport, hein, vu que bon, c'est le 9e truc. Ben, parce que selon AMD, c'est le 3e processeur à proposer des NPU. Donc c'est le 3e de la série Ryzen AI, quelque part. Tu vois, donc on reboote tout à partir des NPU, de l'origine des NPU. Bon. Après, il y a les 2 derniers chiffres, et ça, c'est la référence dans la gamme, c'est la SKU. La SKU, comme ils disent. Donc c'est, en gros, le plus important, c'est les 4 premiers symboles. Parce que c'est la gamme, le TDP, et la génération, et après, ben, il peut y avoir des gammes dans la gamme, comme avant, quelque part. Donc, en plus de ces plus grand public, évidemment, AMD a aussi présenté des monstres dédiés aux pros, hein, qui veulent concurrencer Nvidia, hein, sur son propre terrain. Donc on parle des Ryzen, pardon, on parle plus des Ryzen, on parle des Instinct, c'est-à-dire des Radeon, des grosses cartes graphiques de chez AMD, et donc on avait la présentation du MI325X, qui est un monstre complet, qui se positionne directement en face du H200 de Nvidia. Et il a le H200, c'est la version avec plus de RAM du H100. Hein, donc on parle souvent de H100, H200. En fait, c'est les mêmes puces, c'est juste que le H200 a plus de mémoire. Et donc le MI325X, lui, il propose encore plus de mémoire, puisqu'il propose 288 gigaoctets de VRAM de HBM3. C'est une folie complète. Hein. C'est, la puce est par ailleurs plus puissante en termes de calcul brut que le H200, le H200 qui propose que 144 gigaoctets. Donc le MI325X est composé de pas moins de 20 chiplets. Alors vous savez, les chiplets, c'est ces fameux briques de Lego qu'on utilise maintenant, qu'on grave indépendamment et puis ensuite qu'on associe pour faire une puce complète. Donc c'est de sous-puces qui sont interconnectées. Donc on a 20 sous-puces interconnectées à très haute vitesse sur le wafer. On a 8 puces pour le calcul, 8 puces pour la mémoire, et puis 4 pour tout le reste, c'est-à-dire les entrées-sorties, tout ça. Et tout ça avec des interconnexions en 3D, 2D, etc. Enfin, c'est un truc de malade. Bon, sur un serveur avec 8 puces comme ça, tu peux charger directement un monstre comme un GPT-4. Donc ça veut dire en précision 8 bits, tu peux charger GPT-4, le gros GPT-4 complet sur un serveur qui a 8 puces. Alors 8 puces, en fait, tu as des serveurs qui sont directement livrés avec les puces dessus. Alors c'est pas, il faut, parce que en fait, voilà, je sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais les H100, les H200, les Instinct, c'est pas forcément, en fait, c'est même pas, enfin là, c'est même plus des puces PCI Express comme des cartes graphiques. Là, c'est carrément des lames de serveurs. C'est carrément des serveurs qu'on se fournit avec plusieurs de ces puces en général dessus. Et il n'y a pas de... Alors, il peut y en avoir, mais il peut aussi ne pas y avoir d'accélérateur en format PCI Express. Maintenant, c'est des trucs qui sont directement sur des cartes.
Donc, si vous avez 8 puces comme ça, donc une lame de serveur avec 8 puces, vous pouvez charger directement le GPT-4 en complet, quoi. Donc, c'est vraiment super, c'est assez impressionnant. Alors, donc, les deux gèrent 8 bits et 16 bits. Hopper, donc les cartes de NVIDIA, donc ils sont utilisables en 8 bits. Évidemment, l'avantage est écrasant pour AMD si tu peux utiliser le 8 bits, mais bizarrement, AMD parle pas trop de ça, et ils préfèrent parler de précision 16 bits. Et là, l'écart disparaît, pour ainsi dire, donc on sait pas trop pourquoi. C'est pas si c'est parce que les logiciels sont pas tout à fait prêts, ou bon, c'est pas très clair. Toujours est-il que le MI 325X tient la dragée haute au H200 largement, mais face au futur Blackwell, c'est pas la même chose. Et les premiers puces Blackwell, donc de NVIDIA, les prochaines NVIDIA, elles devraient commencer à circuler en fin d'année. Donc finalement, ça fait pas une fenêtre très large pour AMD, qui doit réagir vite, hein. Et on est vraiment dans une course folle. Et d'ailleurs, les deux constructeurs ont annoncé qu'ils passaient à un rythme de sortie annuel de nouvelles puces. Chaque année, des nouvelles puces, même si c'est que des améliorations, voilà, à la marge des puces d'avant, il y aura quand même des nouvelles puces chaque année, donc c'est assez dingue. Et pour finir, on évoque un petit peu les puces Zen 5, finalement, qu'on a un petit peu évoqué avant, mais donc les Zen 5, donc c'est ça qui équipe les Ryzen 9000, hein, voilà. Donc c'est les tout derniers Ryzen, les Ryzen 9000, ce sera du Zen 5. Bon, ça va doubler les performances en vectoriel, en AVX 512. Ça va doubler les bandes passantes des caches aussi. Et c'est des puces qui vont aller jusqu'à 16 cœurs, à 5,67 GHz, avec 16% de performance améliorée par cœur. Donc en mono-thread. Ce sont les puces grand public, parce que ça, bon voilà, 16 cœurs c'est déjà énorme, ça peut paraître des puces de très haut de gamme, mais ce sont des puces de très haut de gamme pour le grand public. Pour les puces serveurs, c'est un autre univers. Les puces pour serveurs qui s'appellent les EPIC, donc là ils ont présenté leur prochaine EPIC qui s'appelle les Turin. Ils offrent jusqu'à 192 cœurs répartis sur 17 chiplets. Ces puces, hein, y compris les Instinct d'ailleurs, sont gravées en 3 nanomètres et 6 nanomètres, puisque avoir des chiplets, ça permet aussi de graver de différentes manières les trucs qui requièrent le plus de miniaturisation ou le truc qui requiert moins, comme ça on fait aussi des économies à ce niveau-là. Je retiens quand même les nomenclatures de nommage d'AMD qui sont parfois un peu complexes. Merci de nous apporter des clés de lecture, Guillaume, pour tenter de nous y retrouver. Je prétendrai pas désormais être complètement à l'aise pour les lire, mais bon, on verra. Peut-être que tu pourras me faire une interro surprise à l'avenir. En attendant, on laisse NVIDIA, AMD de côté. On va parler aussi un petit peu de Intel. Alors, ils en sont où, Guillaume ? Eh ben, puisqu'on parle des puces pour serveur, il faut bien entendu mentionner aussi qu'Intel a présenté ses nouveaux Xeon 6 et il a fait un choix assez audacieux finalement, puisqu'il a fragmenté sa gamme tout seul. Donc depuis des années maintenant, Intel offre des CPU avec deux types de cœurs, hein. Ça c'est très connu évidemment, vous avez les cœurs E, qui sont les cœurs dits économiques, dont la puissance est voisine de celle d'un cœur Skylake, hein, donc une cœur qui est une toute petite dizaine d'années maintenant à peu près, un petit peu moins. Et bon, le gros du boulot, il était abattu par les Core P, dits performance, hein, qui jouissent, eux, de tous les derniers raffinements. Voilà, et le pari d'Intel, c'est que tout le monde n'a pas besoin forcément de faire des super gros calculs, quoi. Et puis il y a encore, malgré tout, hein, des gens qui ne font pas d'IA, qui font pas de calcul de performance et qui ont quand même besoin de puces rapides pour du serveur web, du serveur SQL, du mail, etc. En gros, les serveurs de papa, quoi. Et donc Intel offre deux Xeon différents, la gamme Sierra Forest, la gamme Granite Rapids. Alors les premiers ont des cœurs E, les cœurs E qui n'ont ni AVX 512 ni AMX, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas d'unité de calcul matricielle et pas d'unité de calcul de vectoriel très large, hein, sur 512 bits. Et du coup, c'est des trucs qui seront évidemment handicapés si tu veux faire du deep learning dessus, ou si tu veux faire des calculs mathématiques très 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 lourds. Et si tu veux faire ça, il faudra opter pour les Granite Rapids, qui sont les Xeon lourds, quelque part. Donc vous avez les Xeon 6700 qui pourront offrir jusqu'à 144 cœurs E et le double l'année prochaine. Donc c'est une très haute concentration de cœurs, hein, avec des cœurs plus légers mais qui sont très très concentrés, qui pourraient tout à fait être adaptés à plein de trucs, hein, donc des gros serveurs de base de données par exemple. C'est des fréquences qui sont pas énormes non plus, parce qu'on est entre 2 et 3 GHz en fait, hein, donc sur 144 cœurs quand même, hein, mais entre 2 et 3 GHz, ce qui donne finalement des consommations relativement raisonnables pour cette gamme de puces, qui est évidemment une gamme très haute, puisqu'on est entre 2 et 300 watts. On a vu largement pire, hein, même bien avant, même dans le passé. Les Xeon Granite Rapids, quant à eux, offriront jusqu'à 86 cœurs dans un premier temps et 128 plus tard dans l'année. Et là, c'est vraiment des puces dédiées calcul, quoi. C'est des puces qui sont aussi des assemblages de chiplets, d'ailleurs, comme chez AMD désormais. Donc on aura un mélange Intel 3, Intel 7, donc deux processus d'Intel, hein, plus ou moins récents. Et il y aura toute une gamme à base de gros et de petits chiplets, d'ailleurs. Tu feras des assemblages, probablement même des assemblages custom si tu es un gros client. Et donc, en marge de ça, il était confirmé aussi que les accélérateurs IA d'Intel, donc qui s'appellent les Gaudi,
étaient nettement moins chers que ceux d'NVIDIA et que c'était clairement un argument de vente, quoi. Donc les Gaudi 3 sont 2 fois moins chers que les H100 de chez NVIDIA, hein, donc les dernières puces de chacun des constructeurs, et les Gaudi 2 sont carrément 4 fois moins chers. Mais vous emballez pas, hein, quand je dis que c'est 2 fois moins cher, ça reste cher, c'est quand même 15 000 balles la puce, contre 30 000 balles pour un H100. Sachant qu'on n'achète jamais ces puces toutes seules. Tu les achètes, alors déjà tu les achètes par serveur qui peuvent en avoir 4 ou 8, et puis tu achètes, voilà. Donc vous imaginez les montants, quoi. Pour finir, clairement, un serveur classique une lame de serveur H100, c'est 150 000 balles. Pour donner une idée, Ouais, quoi. quand même. Oui, un seul serveur, hein, avec des puces garnies, tout ça, tout près, c'est d'aller dans les 150 000 balles facilement. Et bon, voilà, pour finir, Intel a aussi montré ses Lunar Lake, mais je crois qu'on a, c'est donc plus avec les NPU plus puissants qui seront compatibles avec Windows Copilot. Mais je crois qu'on a déjà parlé dans l'hebdo, donc on va pas non plus s'étendre dessus, quoi. Ok, merci. On continue avec forcément un chouchou pour beaucoup de monde, pas forcément pour toi, Guillaume, quoique c'est un sujet toujours intéressant à suivre, c'est avec la nouvelle gamme du côté de ARM. Bah écoute, comme on fait le tour du propriétaire là, des constructeurs de puces, on peut pas passer à côté de ARM, hein, qui a présenté aussi sa nouvelle gamme, qui succède au Cortex X4 et qui s'appelle donc les Cortex X925. Et oui, ils sont comme ça chez ARM, ils aiment surprendre, ils aiment pas la routine, donc voilà, après les X4, il y a les X925. Des puces qui visent le process 3 nanomètres, hein, qui deviendra la norme l'an prochain, norme entre guillemets, parce que bon, ça reste des puces, des trucs haut de gamme. C'est donc, les X925 pousseront les cœurs à 3,8 GHz. On aura 2 fois la taille de cache du X4. On aura des améliorations un petit peu partout, pour dans les 30% de performance en plus. Et puis, comme d'habitude, les X925 sont prévus pour être utilisés en Big Little, c'est-à-dire avec des petits cœurs et des plus gros selon le boulot pour essayer d'optimiser la consommation, hein, ce que fait un petit peu tout le monde, Intel, par contre, on vient d'en parler. Donc, ces configurations hybrides pour être utilisées aussi avec le X925, puisqu'il y a aussi des A725 et des A520 qui ont chacun donc des gammes de puissance, consommation, quoi, hein, et puis après, tu peux les architecturer un petit peu comme tu veux. Alors, comme d'habitude, il y a aussi une nouvelle génération de puces graphiques, hein, de GPU, les Immortalis. Véridique, ça s'appelle les Immortalis G925, pour être précis. Okay. Alors, tout ça est super, mais bon, c'est des améliorations auxquelles on est habitué, ça l'enfant gâté connaît, hein, à voir arriver un petit peu tout le temps, et chaque année. Bon. Et finalement, le plus intéressant, le plus remarquable dans cette présentation, c'est ce que ARM ne met pas dans ses puces, finalement. Un truc qui, pourtant, colonise toutes les autres puces. Vous devinez quoi? Qu'est-ce que c'est qui colonise actuellement toutes les autres puces dont on n'arrête pas de parler? C'est les NPU. Ces fameux Neural Processing Units. Intelligence artificielle. Voilà, qui accélèrent normalement les algorithmes d'intelligence artificielle et qui sont globalement des calculateurs. C'est des calculateurs relativement simples mais ultra denses, hein, qui font des calculs matriciels à la chaîne et qui sont optimisés pour ça. Donc, NPU, ARM, il n'en propose pas du tout. Par ailleurs, il a plein de ses clients qui en fabriquent eux-mêmes, alors Google en tête, hein. Est-ce que c'est pour pas leur faire concurrence? Je sais pas. Officiellement, c'est pas du tout pour ça. D'ailleurs, ils ont une approche qui est très pragmatique de la chose, parce qu'utiliser un NPU, ça se fait pas tout seul, hein. Il faut utiliser des API, des frameworks, qui sont compatibles. Et puis, c'est pas forcément unifié sur mobile. Et puis, on se rend compte finalement que là, même tout de suite, hein, il y a déjà plein d'applications qui lancent des modèles de deep learning qui sont pas forcément énormes, hein, mais qui le font sur mobile et qui utilisent de toute façon le CPU. 70% du travail d'intelligence artificielle actuellement, il est fait par le CPU. Et donc, ARM veut simplifier la vie des devs, du coup, qui n'auront pas à faire de paris sur le matériel sur lequel leur app va se tourner, parce que des NPU, c'est encore un truc que tu peux pas prévoir. Est-ce que le processeur que tu vises va avoir un NPU? C'est pas clair. Est-ce que l'appareil que tu vises il va avoir un NPU suffisamment puissant? C'est pas clair. Quel type de... parce qu'il y a aussi ça, hein, c'est-à-dire quelle précision il va utiliser. Est-ce qu'il va utiliser du 16 bits? Est-ce qu'il va être capable de faire du 8 bits ou moins? Tu sais pas non plus. Et donc, du coup, tout ça, c'est des incertitudes. Et pour le coup, ARM prend ça en compte et ils prennent un petit peu le même chemin qu'Intel. Et donc, ils font la promotion de leurs propres instructions vectorielles et matricielles, qui s'appellent les SME2 et les SVE2, qui sont les pendants d'AMX et d'AVX chez Intel, en réalité, hein, et qui ont d'ailleurs la même vocation. Et ARM doit donc, comme tout le monde, proposer une API pour l'IA qui soit optimisée pour ces instructions-là. Ça s'appelle Clyde AI. Et ça permettra aux devs en fait, de pouvoir bénéficier d'un certain niveau d'accélération sans se soucier du tout de la marque et des spécificités de la puce. Tant qu'elle est compatible ARM 9.2, c'est bon. En fait, même si c'est pas le cas, c'est bon aussi, mais ce sera émulé avec Neon, avec d'autres types de trucs. Évidemment, ça sera
plus lent, ça consommera plus d'énergie, ce sera moins beau, mais ça pourra marcher aussi. Donc ARM semble... en fait, ils semblent un peu saoulés par le hype autour des accélérateurs dédiés, et puis finalement, ils se disent, non, c'est bon, hein, on n'a qu'à faire des trucs vectoriels dans les puces, et puis ça ira très bien. Donc, ils offrent une solution finalement qui est assez simple, pragmatique et très simple. Est-ce que ça suffira? Par contre, c'est pas complètement sûr. Ok, écoute, merci beaucoup pour ce suivi avec la mode de l'intelligence artificielle qui se suit décidément à tous les niveaux. Il y avait pas que ça, Guillaume, il y avait tout le reste, hein, et ce qui est compliqué du coup, si on veut avoir une certaine forme d'exhaustivité, mais il y a quand même des choses qui ont retenu ton attention. C'est le Computex. Alors, il y avait il y avait pas mal des puces, effectivement, c'est ce qui m'intéresse moi, bien entendu, mais il y a aussi beaucoup de matériel. Il y avait de multiples tétrachis de PC, de gadgets, de consoles, il y avait des périphériques, il y avait... Impossible de parler de tout, il y avait pas mal de trucs de toute façon qui ont déjà été plus ou moins présentés plus tôt dans l'année, hein, ou qui sont des variantes IA, tu sais, évidemment, un petit peu tout le temps. Ouais. On a quand même vu la Zotac Zone, une console PC à la Steam Deck relativement classique, hein, en Ryzen 7 8840U, mais avec un écran AMOLED, comme la Steam Deck, donc c'est plus puissant que la Steam Deck, et c'est un bel écran comme la Steam Deck OLED, hein, pour le coup. Donc il y a des trucs qui sont pas mal. On a vu des trucs étranges, comme ce boîtier qui a un écran tactile, ou ces plaques e-ink couleur qui te permettent de changer la décoration de ton PC à la volée. Et il fallait vraiment être enthousiaste. Le truc que moi j'ai trouvé assez cool, d'ailleurs, bizarrement, c'est le Spatial Labs Eye Stereo Camera. Donc c'est une caméra 3D pour les PC 3D de la marque. Hein. Donc Acer commercialise, on l'avait dit, des PC stéréoscopiques. Les modèles Spatial Labs, qui sont très chers, mais qui marchent vraiment pas mal. Hein. Tous ceux qui les voient sont assez bluffés. On a vraiment un effet de profondeur qui est très très bien rendu. Et donc, tout simplement, pour aller avec, ils ont aussi une sorte de webcam pour aller avec, tout simplement. Vous avez donc 2 capteurs de 8 mégapixels qui permettent de prendre des photos, de faire des vidéos ou même de streamer de la vidéo 3D. Donc si vous avez en gros deux portables Spatial Labs de chaque côté, quoi, avec chacun une caméra 3D comme ça, vous pouvez faire des zooms, mais en 3D. Et vous pouvez voir la personne en face de vous comme si elle était là, quoi, en volume. Et donc je trouve ça assez cool. Alors évidemment, la caméra fait 550 balles, ce qui est quand même cher pour une caméra de 8 mégapixels, hein. Mais voir revenir les écrans et les caméras 3D avec des beaux effets comme ça, et puis bon, avec la technologie moderne, quoi, c'est quelque chose que je trouve assez sympa, et je vais suivre ça, quoi. Merci Guillaume pour cette revue du Computex 2024, presque, je dis bien presque, comme si on y était. Et puis il n'y a pas que le Computex dans la vie, il y a aussi d'autres choses qui méritent leur place dans cette sélection du supplément. Avec, on va commencer avec Chips Act, avec les grands gagnants que tu vas pouvoir désigner, Guillaume. Oui, on continue un petit peu avec les puces tout de même, hein, même hors Computex, on s'en sort pas. Vous savez que le gouvernement américain a décidé de mettre un gros coup d'accélérateur à l'innovation et à la réindustrialisation du pays avec un pack de 280 milliards, dont 52 pour le secteur du semi-conducteur. Donc qui a gagné le gros lot? Qui en a le plus profité? On a les chiffres, et ils sont assez clairs, et il y a déjà 8 boîtes qui ont raflé plus de la moitié du pactole. Tiens, pactole. Voilà une expression désuète. Ah, un mot désuet toucher le peut-être, pactole. Mais... toucher le pactole, ok. Alors c'est quoi le pactole? Le pactole, c'est un fleuve. C'est un vrai fleuve, en fait. C'est un vrai fleuve qui est dans l'actuelle Turquie, qui s'appelait le Pactole comme ça, et qui charriait probablement des métaux précieux à l'époque, et des métaux en général, et qui s'étaient exploités dans l'Antiquité. Et dans la mythologie, ça a été romancé avec l'histoire du roi Midas. Donc le roi qui a donné probablement son nom au roi du pot d'échappement, je ne sais pas. En tous les cas, le roi Midas qui a demandé à Dionysos, lequel était de bonne humeur probablement, que tout ce qu'il touche se transforme en or. Et c'était très très con, évidemment, donc il s'est rendu compte très très rapidement qu'il avait fait une grosse connerie. Et donc il y avait un délai de rétractation, manifestement, puisque Dionysos lui a conseillé d'aller se laver les mains dans le pactole. Donc il y est allé, il a perdu son pouvoir, et donc quelque part le fleuve aurait pris son pouvoir, et c'est pour ça qu'il charrie de l'or. Ok. Eh ben, ça ne se devine pas pour le coup, hein, cette expression désuète, qui n'est pas si désuète que ça, du coup. Enfin bon, bref, toucher le pactole. Et donc, quelle boîte aux tech ont touché le pactole? Il y a Intel, bien sûr, avec pas moins de 8 milliards et demi. Il y a aussi Global Foundries avec 1 milliard et demi. Il y a Micron avec 6 milliards 14. Et les autres grands gagnants ne sont pas américains. C'est TSMC et Samsung avec 6,6 et 6,4 milliards. C'est des sommes qui sont absolument incroyables. Mais pour le coup, il faut voir que les investissements se comptent en dizaines de milliards. Hein. Donc, c'est des coups de pouce, en fait. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et donc, TSMC et Samsung vont construire des usines sur le sol américain, là encore, à coût de dizaines de milliards. Et donc, ils ont été un petit peu aidés pour ça. On verra à quel point ça va sortir de terre, parce que TSMC, ça a mis du temps à démarrer, on va dire.
Ok, merci Guillaume. On continue avec des petits points d'actualité sur ce qui se passe du côté de la Russie. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment les Russes à part envoyer des bombes en permanence sur l'Ukraine, Guillaume? Eh ben, apparemment, il s'éclate avec Tomb Raider 2. Non, pourquoi je dis ça? Alors, on vend plus de puces aux Russes, hein, pour des raisons évidentes, hein, et mis à part par la pure contrebande, ils peuvent plus compter que sur leurs propres moyens et les Chinois. Et bon, Mm. heureusement qu'il y a les Chinois, parce qu'on vient d'avoir un aperçu de leurs propres moyens, et ça va. Vasily Shpak, qui est ministre de l'Industrie, a dit au journal TASS qu'une machine de photolithographie, purement indigène, donc fabriquée en Russie, est en cours de test et qu'elle était capable de fabriquer des puces 100% russes en 350 nanomètres. Eh bien, Donc ici, on parle du prochain 2 nanomètres, hein, qui sera sans doute accaparé par Apple dans un premier temps. Et là, on a 350 du nanomètres, ok. 350 nanomètres, c'est la technologie qu'on avait en 97. C'est-à-dire, C'est petit, mais bah, ça s'est oui, rapetissé bah, depuis. ça peut faire un Pentium 2. Souvenez-vous, Oui. 97, bah oui, Fallout, et donc Tomb Raider 2, Age of Empire, hein, donc il y a quand même de quoi faire, ça va, tu vois. Bon, je charrie un petit peu parce que même pour les standards russes, en réalité, c'est vieux. Et les puces produites serviront sans doute pour les microcontrôleurs dans des voitures, des télécoms, de l'utilitaire, quoi. Les Russes peuvent déjà produire des puces en 250 à 90 nanomètres. Il y a des boîtes comme Angstrom et Micron qui peuvent faire donc des puces jusqu'à 90 nanomètres 100% sur le sol russe. Par contre, peut-être pas avec 100% de machines russes. Donc, peut-être qu'il y a des machines à lithographies qui sortent on ne sait pas d'où, ou qu'ils ont accumulé on ne sait pas. Ça, j'en ai aucune idée. La machine indigène à 350 nanomètres, c'est sans doute aussi une étape dans un processus de recherche, hein, et qui va avancer assez vite. Enfin, disons, ça c'est le but. Parce que ça doit être pas facile, hein, en Russie, parce que vu qu'ils doivent être en pénurie de tout, et en particulier d'ingénieurs, hein, donc ça va être assez compliqué. Mais enfin bon, voilà. Donc 90 nanomètres, c'est pas si mal non plus, hein. On peut faire un Pentium 4 avec. Donc on peut jouer à Age of Empire Ah, 2, on peut jouer même à c'est pas mal. GTA 3 ou Deus Ex, hein, mais il faut une carte graphique. Ah, je Oui. dis autant acheter une PS3 sur le bon coin, ça coûte rien maintenant. Mais voilà, donc on est assez tranquille. Disons que c'est pas comme la Chine, quoi. Ok. Excellent. On n'est pas dans l'expression désuète, mais on est dans des références un petit peu désuètes pour le coup. Guillaume, on a encore besoin de parler de ce pins connecté, de ce badge connecté, du AI pin de chez Humane. Ouais, il n'en finit plus d'être dans l'actu pour les mauvaises raisons. Alors, cette fois, à la fois une alerte selon laquelle le battery booster du pin pourrait prendre feu, et Aïe, aïe, aussi aïe. on a la raison pour laquelle on a droit à cette dernière péripétie probablement. Donc le battery booster, c'est le truc magnétique, hein, sur lequel on colle le pin pour le recharger. Donc le battery booster, qui est une batterie pourrie, donc un peu comme tout le reste de l'appareil, ce qui n'a pas pu échapper à strictement tous les employés de Human, parce que c'est carrément pas possible. Et effectivement, mais c'était interdit de critiquer. Bah, là, cette boîte, fondée par deux ex-Apple, hein, rappelons-le, est vraiment une caricature dans les prochaines séries satiriques pourront s'inspirer, quoi. Vraiment. Le New York Times interviewe 23 employés, ou ex-employés, ou investisseurs, ou même consultants, hein, qui connaissent bien Human. Et en fait, il s'avère que les patrons de la boîte, ils voulaient de la positivité. Et donc, ils ignoraient tout ce qui était négatif. Et parfois même, ils saquaient les ingénieurs qui émettaient des réserves vives sur le produit. L'un d'eux est parti de frustration, d'ailleurs, et un autre s'est fait virer, et puis le reste des employés, bah, il a plus moufté, quoi. Après, si les fondateurs insistent absolument pour foncer pied au plancher dans le mur, écoute. Donc Human a vendu 10 000 exemplaires de son gadget, c'est nettement plus que ce que j'aurais cru, mais c'est aussi nettement moins que eux l'espéraient. Parce que ça fait 7 millions de chiffre d'affaires. C'est pas Ouais. folichon, la boîte est partie avec 230 Ouais. millions d'investissements sur 5 ans. Tu comptes la R&D, les salaires, tout ça. 7 millions, ça doit vraiment pas être à la hauteur, donc ce bilan catastrophique qui deviendra, à n'en pas douter, hein, un conte édifiant pour effrayer les enfants de start-upers dans les années qui viennent, Mmh. sauf si Human trouve un pigeon. Parce qu'il pourrait trouver un pigeon pour le racheter, hein, parce qu'il faut quand même voir que là, ils sont en train d'essayer de faire de démarcher, ils ont démarché HP, mais manifestement, ils sont en train de démarcher d'autres gens, et ils veulent trouver un repreneur à 1 milliard de dollars quand même. C'est culotté. Ouais. Voilà, je serais curieux de savoir à quel point ils sont endettés, d'ailleurs, parce que c'est... Bon, j'y crois moyen. Ouais, ça me paraît assez improbable, effectivement. On n'en finit pas de parler de ce dispositif. J'aime bien l'état d'esprit, tu vois, de la boîte, avec les ingénieurs qui devaient dire parfois, bon, on ferait mieux d'arrêter là. Ah, t'es trop négatif. C'est ça. Arrête, tais-toi. C'est ça. On ne veut que du positif. Bon, d'accord, ça marche alors. Ah ben voilà, tu vois, quand tu veux.
Guillaume, tu nous avais promis dans l'épisode hebdomadaire qu'on reviendrait un petit peu sur Apple Intelligence, la manière de présenter l'intelligence artificielle selon Apple depuis la WWDC qui s'est tenue il y a quelques jours. Tu voulais revenir sur quelques points de détail. Oui, parce que tout juste après la keynote, Apple a publié un rapport technique sur les modèles qu'ils utilisent, et donc ils ont un petit modèle embarqué qui fait à peu près 3 milliards de paramètres, donc soit la même taille que Physica, c'est donc le modèle de Microsoft, qui fait tourner le copilote local. Et on voit qu'il y a pour le moment une sorte de sweet spot quand même, pour les NPU actuels aussi, autour de cette taille-là, autour de 3 milliards de paramètres, et ça évoluera probablement, donc on aura probablement des modèles plus gros et plus puissants assez rapidement, mais bon, pour l'instant, on est autour de 3 milliards. Donc ce LLM, il est fine-tuné, comme un chat GPT pour répondre à des instructions, il a un vocabulaire de 49 000 tokens, il est compressé. Il est compressé en faible précision pour économiser la RAM au maximum. Et là encore, c'est un classique. Il utilise aussi le GQA, donc le Group Query Attention. C'est une manière d'avoir un système d'attention où certains paramètres sont réutilisés plusieurs fois. Donc c'est pour économiser la mémoire et le calcul aussi lors de l'inférence. Pour être précis, en fait, les values et les keys sont partagés par plusieurs têtes pour chaque query. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça dégrade très légèrement les performances, mais que les gains valent le coup en général. Simplement parce que ça permet de consommer moins de calculs, tout simplement, puisqu'il y a moins de paramètres à chaque fois. À chaque mot, il y a moins de paramètres à considérer. Donc il semble que le contexte soit aussi compressé d'ailleurs. Donc pour les connaisseurs, c'est le KV cache, donc ce fameux Query Value Cache, qui est aussi donc compressé, quantisé. Donc c'est une optimisation qui est encore très utile lors de l'inférence, parce que évidemment, on l'a dit plusieurs fois, mais sur les modèles de langage, la quantité de mémoire, normalement à la base, la quantité de mémoire nécessitée par l'inférence, elle croît comme le carré du nombre de mots. Donc ça croît très très vite, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a des divers trucs. Donc le Group Query Attention, ça fait partie des optimisations qu'il y a. Et une autre optimisation, c'est d'utiliser en fait les valeurs d'attention, elles sont compressées, quoi. Donc elles sont utilisées, on peut les garder avec ou sans GQA. Dans tous les cas, elles sont compressées pour que justement elles prennent aussi moins de mémoire, parce que comme ça monte au carré, c'est très important de préserver la mémoire, surtout sur un téléphone mobile. Alors, c'est une optimisation qui tend à se généraliser, puis la masse CPP d'ailleurs l'a incorporée depuis peu. Et plus original, le modèle aussi, tout un ensemble de LoRa, qui sont eux-mêmes compressés, donc on pourrait dire que c'est des que LoRa probablement, pour s'adapter aux situations. Donc on a déjà parlé plein de fois des LoRa, je pense. Il y en a on peut en avoir pour Stable Diffusion, on peut en avoir pour les LLM. En fait, un LoRa, c'est un adaptateur. C'est un adaptateur qu'on rajoute à un LLM pour qu'il agisse comme un modèle qui a été entraîné sur des tâches plus spécialisées. Donc l'idée, c'est qu'au lieu d'entraîner un modèle, puis de le surentraîner sur des domaines plus spécialisés, et donc d'avoir a priori autant de modèles fine-tunés, autant de modèles surentraînés que de domaines dont on a besoin, on va entraîner en fait des adaptateurs, et autant d'adaptateurs que de domaines. Et les adaptateurs sont beaucoup plus petits que les modèles complets, et donc on va tout simplement visser ces adaptateurs quand on en a besoin sur le LLM d'origine. Donc Apple utilise plusieurs de ces LoRa à la volée. Donc il va spécialiser le module en fonction de la tâche en cours, quoi. Et donc en fait, en fonction de ce que vous demandez, le modèle va choisir dynamiquement quel LoRa il va visser sur le LLM de base, quoi, pour s'adapter à la situation. Et ça, c'est pas cher, parce qu'un LoRa, c'est pas très gros, encore une fois. Un LoRa, là, il parle de LoRa de rang 16, ce qui représente quelques dizaines de mégaoctets, en réalité. Donc ça veut dire que vous avez un modèle qui est relativement gros, 3 milliards de paramètres. 8 bits, c'est 3 gigaoctets, 604 bits, ce sera 1.5 à peu près, de vers là, si c'est peut-être un petit peu moins. En fait, ça fait quand même au moins un bon giga de mémoire. Là, vous avez un LoRa, LoRa, c'est quelques dizaines de mégaoctets que vous rajoutez par-dessus, que vous enlevez, que vous rajoutez au gré des besoins. Donc le LLM, comme ça, atteindra une vitesse d'inférence de 30 tokens par seconde en local, ce qui représente plus de 20 mots par seconde, et il est super réactif, puisqu'il répond en 0,6 millisecondes. Avec ces LoRa, le modèle dépasse Phi3 mini, attention, en résumé d'email et en résumé de notification. Puisque ça fait partie des fonctions qui seront prises en charge donc, par le téléphone désormais, le résumé de vos emails, effectivement, puis quand vous verrez apparaître des notifications sur votre écran, sur l'écran d'accueil du téléphone, en fait, ça pourrait être des résumés de plusieurs notifications finalement. Et donc, vous pourrez avoir en 2 lignes quelque chose qui donc vous résume des informations qui peuvent être beaucoup plus longues en réalité. Donc c'est un peu moins spectaculaire pour les tests de préférence plus généraux, face à Phi3 Mini par exemple, qui a la même taille, c'est un petit peu moins. Il gagne 43% du temps, il fait match nul 24% du temps. Bon, en gros, il est au niveau, quoi. On va dire que Phi3 est
le modèle d'Apple sont à peu près kiff-kiff, on va dire, plus ou moins, quoi. Apple a aussi un modèle de langage sur serveur, donc ça on l'avait dit aussi, hein, donc ils utilisent tour à tour le modèle local et le modèle sur serveur. A priori, le modèle sur serveur, c'est une instance ou une itération, en fait, c'est une version, on va dire, de GPT-4o qu'ils ont probablement fine-tuné pour leurs propres besoins à eux, et qui tourne sur des serveurs Apple, qui sont aussi équipés de puces Apple. Leur modèle est, disons, sans surprise, hein, au niveau de GPT-4o, il est un petit peu au-dessus d'un Mixtral 8x22b. Pour donner une idée, un Mixtral, donc un modèle open source publié par Mistral AI, la boîte française. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire de ce rapport qui montre qu'aussi, et ça je trouve que c'est vachement intéressant, que les techniques dont on parle souvent ici, qui sont les techniques de compression, de quantisation des modèles, les LoRa, etc., c'est des choses qui sont très utiles en pratique et qui sont même indispensables en réalité pour faire tourner un LLM local sur un téléphone, quoi. Donc ça là on le voit vraiment de manière évidente, quoi. Top, merci pour cette exploration et ces clés de compréhension. C'était aussi la période cette semaine où on a eu pas mal de petits avancées en matière de multimédia pour l'intelligence artificielle. Tu as déjà cité Kling, je suis tombé sur Tooncrafter aussi. Ah oui, Guillaume, c'est c'est fou. vraiment la semaine du multimédia. Oui, c'est le moment de la section les modèles de la semaine, hein. On a eu pas mal de nouveautés, avec des modèles libres ou pas d'ailleurs. Et chacun repousse quand même les limites, hein, de ce qui est possible, et c'est des modèles qui vont encore terroriser pas mal d'auditeurs, je pense. Alors on commence avec le chouchou des réseaux sociaux que j'ai effectivement mentionné, c'est Kling. Kling est un générateur de vidéos chinoises, hein, que plusieurs personnes sont déjà en train de tester. Il est en bêta fermée, en gros, quoi. Il est impressionnant. Alors je sais pas si tu as vu des exemples, t'en penses quoi? Tu penses qu'il est... J'ai vu des exemples et j'ai vu des comparaisons avec Sora même régulièrement, et je dois reconnaître que, je sais pas, il y a un petit quelque chose qui fait que Sora est plus séduisant à l'image, me paraît plus, je sais pas forcément plus créatif, plus original, mais je sais pas, ça me semble mieux terminé. Je sais pas si c'est un sentiment de ma part ou si tu partages cet avis, Pas toi. vraiment. En fait, je trouve que les deux sont assez Ah. kiff-kiff. Et je trouve que Kling est loin d'être ridicule par rapport à Sora, en réalité. Ouais. Et je trouve que les Chinois ont fait vraiment très fort parce que Kling, d'après ce qu'on en sait, il sait faire des clips longs aussi, il est très cohérent, il fait des scènes complexes, hein, il fait des scènes avec des gens qui mangent, qui sont vraiment Indéniablement. crédibles, Ouais. quoi. Et si on se rappelle des débuts avec Will Smith et les nouilles, tu te dis, putain, il y a quand même un Oui. sacré chemin qui a été parcouru, quoi. Donc on a Incroyable. clairement des exemples qui rappellent les capacités de Sora, hein. On a une vidéo de voyage en train, par exemple, qui est super cohérente, il y a un perroquet que j'aurais jamais deviné être synthétique. Donc voilà, Kling, c'est un diffusion transformer. Il travaille dans un espace latent en 3D, hein, comme Sora, de ce qu'on en sait. Il est capable de générer jusqu'à 2 minutes de vidéo en 1080p 30 fps. Et honnêtement, il y a beaucoup de vidéos qui sont photoréalistes, quoi, hein. Alors oui, il y a des problèmes ici et là, c'est pas parfait, bien entendu, mais quand même, Ouais. les Chinois sont pas loin d'OpenAI. Et en général, d'ailleurs, ils sont pas loin des Américains, quoi, hein. Donc, Mm. on verra ce que Sora va nous faire pour le festival Tribeca, puisqu'il y aura une projection de court-métrage génératif pendant le festival, là. Donc on va voir ce que... Ce sera intéressant de voir les réactions du public et de l'industrie, hein, aux Et toi, nouveautés. Oui. tu trouves pas qu'il y a quand même une petite différence dans les restitutions à prompt équivalent? Bon, il faudrait tester Si, nous-mêmes, si, hein, mais je, OK. je sais pas. Disons que j'ai du mal à dire si Kling, effectivement, il est peut-être un poil en dessous, mais honnêtement, il y a C'est des fois, ça, ça donc se dispute. C'est-à-dire, il y a des fois, il est un poil en ouais, je dessous, puis il y a comprends. des fois, franchement, les deux sont bons, voire Kling est meilleur, quoi. Donc, c'est pas très, 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 très tranché, tu vois, même si, OK. effectivement, Sora est peut-être encore un peu au-dessus. C'est super impressionnant de voir sortir de nulle part, quasiment comme Ah, ça, c'est formidable. un générateur vidéo aussi abouti, quand même. Bon, enfin, moi, je trouve ça très, Complètement. très, très fou, quoi. C'est vraiment bluffant. Il y a Tooncrafter, alors du coup, Oui, hein, j'ai vu ça passer, ça m'a laissé entreapercevoir des idées, de choses qu'il faudrait que je c'est revoie, mais fou, bon. écoute, alors c'est encore de la vidéo, c'est plus spécifiquement de l'animation, de l'animé japonais même, hein, puisque Tooncrafter, c'est un outil qui, pour le dire simplement, remplace les intervallistes. Donc vous lui donnez 2 images clés, et c'est lui qui fait les images intermédiaires. Et c'est bluffant, parce que si on m'avait pas dit... Alors, il y a des clips de Shihiro, de Eurocamp, là, sur le site. Si on m'avait pas dit que ces clips avaient été reconstruits par Tooncrafter, j'aurais vu que du feu. Et là, c'est coup de stress, hein. Après les acteurs de doublage, les intervallistes sont-ils sur la sellette? Et parce qu'ils sont nombreux quand même, hein, à faire ce boulot, c'est un boulot classique, hein, pour les débutants dans le milieu, c'est même un boulot très classique. C'est un outil qui va potentiellement accélérer et faciliter énormément le travail des studios d'animation. Clairement, hein. Ça va aussi changer pas mal le visage du milieu. Et puis c'est pas fini, parce que Tooncrafter, il fait pas que les images intermédiaires. Il est aussi capable d'animer et de coloriser des croquis.
Donc la version finale de ToneCrafter, alors la version qui est actuellement disponible, pas encore, mais ça va bientôt venir, hein, elle peut prendre 2 croquis, donc en gros elle prend 2 croquis, hein, tout simplement des croquis monochromes hein, que vous faites au crayon, et vous donnez une image colorisée, une image finale hein, comme référence, et ça va vous coloriser l'image, enfin vous coloriser le croquis en fonction d'une image de référence. Donc en fait, c'est comme si ça faisait le boulot des coloristes, quoi, tout simplement. Donc en gros, vous pouvez vous pouvez faire une image de référence. Après, vous pouvez faire 2 croquis pour faire les images clés. Vous colorisez les images clés et après, ToonCrafter vous fait les intervalles. Donc ça veut dire qu'en gros, vous avez même pas à faire 2 images clés, vous faites une image clé, 2 croquis, et vous avez tout qui est fait. Ça fait encore moins de boulot, bien entendu, potentiellement pour les artistes, quoi. Et donc je suis partagé comme toujours, parce que bon, moi j'aime bien les animés, hein, et je sais que parfois la prod est difficile, que les délais sont pas tenus, qu'il faut trouver des budgets pour continuer, hein. Il y a des séries qui se sont arrêtées au milieu, qui ont repris 1 an ou 2 plus tard. Bon voilà, c'est les Mmh. outils qui pourront à terme évidemment réduire considérablement le volume de travail. Ça ouvre aussi la possibilité de faire des trucs meilleurs à budget constant. Tu vois, pour des productions de télé qui ont des budgets de toute façon très serrés Ouais. et qui Mmh. demandent un travail de frappé hein, pour sortir de manière hebdomadaire, ben là, ça sera un soulagement en vérité d'avoir des intervallistes virtuels quelque part. Après, forcément, hein, les prods vont peut-être aussi mettre moins d'argent et donc il y aura il y aura plus de chômage, je sais pas. Donc ToonCrafter en plus c'est open source. Vous pouvez le tester vous-même en local hein, sur votre PC à condition d'avoir une très grosse carte graphique hein, pour le moment. Mais il est même disponible pour vous tous, quoi. Donc tout le monde peut même, je sais pas, générer même des animés, essayer de faire des images clés, et puis ensuite vous pouvez carrément animer tout ça, quoi. C'est assez dingue. Et bon, pour finir ce tunnel et boucler la boucle, que manque-t-il encore à votre animé semi-génératif hein, que vous êtes en train de faire? Il manque des effets sonores. Ah ben, sachez que vous n'aurez même plus besoin d'avoir recours au service en ligne d'Eleven Labs. Vous pourrez générer vos bruits de chevaux qui hennissent ou d'épées qui s'entrechoquent vous-même avec avec Stable Audio Open, donc, puis qui vient d'être publié par De Stability stabilité. AI. Alors, il n'est pas fait pour générer de la musique comme Stable Audio, hein, qui reste le service commercial de Stability. Stable Audio Open peut générer 47 secondes, jusqu'à 47 secondes d'effets sonores de toute nature. Ça peut être des oiseaux qui chantent, ça peut être le tonnerre, ça peut être un énorme P, ça peut être... Oui, Mmh. tout le monde, je l'ai vu passer plein de fois. Oh, Tout le monde a généré des P avec Stable Audio Open, je sais pas ce qui se passe. le langage C'est universel le de langage universel, clairement, hein, c'est assez fou. Donc la qualité est très très bonne, c'est gratuit, ça peut faire aussi de la musique, hein, bien entendu, mais que 45 secondes. Et puis du coup, vous pouvez tout faire tout ça en local, et puis comme c'est open source, bien entendu, ça va être fine-tuné, on va probablement avoir des modèles modifiés par la communauté, etc. Bon, c'est reparti quoi. Et d'ailleurs, encore petite news toute fraîche d'aujourd'hui, hein, qui vient de tomber, Udio, le générateur de musique et de chansons, hein, vient de mettre à disposition une nouvelle fonction qui va encore tout changer, la possibilité d'uploader et de remixer et de continuer ses propres morceaux. Ah là là. C'est assez logique, hein, c'est l'analogue de l'outpainting ou du image-to-image en génération d'images, mais vous imaginez le potentiel. Vous commencez à jouer quelques notes, même un peu pourrave, même quelques notes à la flûte de collège, je Mmh. sais pas, et puis vous l'envoyez sur Udio qui vous remixe ça en un super truc, et puis après il vous continue ça pour en faire une chanson entière. Enfin voilà, vous faites une piste de guitare, vous pouvez la remixer, vous pouvez créer des accompagnements. Ça change tout simplement la manière de produire de la musique, hein, soyons clairs. Eh bien, les fenêtres sont ouvertes pour de futurs épisodes, rassurez-vous, hors série, de Génération Musicale dans Tech Café. Promis, promis, on n'en abusera pas et on saura les diffuser quand il le faudra. Guillaume, on continue avec la génération d'images, mais qui nécessite évidemment toujours hein, une surenchère de ressources matérielles. Et c'est pas demain la veille qu'on va pouvoir utiliser des toutes petites ressources pour générer des images, n'est-ce pas? Eh ben si c'est aujourd'hui, c'est pas demain la veille, c'est aujourd'hui, tu as raison, parce que le modèle de la semaine, ou plutôt la technique de la semaine, pour compresser toujours plus les modèles, on a cette fois Bits Fusion, qui se permet le luxe de compresser Stable Diffusion sur 2 bits en moyenne, soit 8 fois moins que son poids d'origine. Alors comment tu fais pour le compresser violemment comme ça? Alors là, il tient sur 219 mégaoctets. C'est incroyable, hein, parce qu'il produit des images qui sont meilleures que le gros. Et il fait 219 mégaoctets, c'est-à-dire il tourne sur ta Incroyable. montre. Comment est-ce possible? En fait, la compression se fait en plusieurs étapes. D'abord, on a une phase de calibration. Donc en fait, on fait tourner le modèle. C'est principalement le modèle de débruitage qui est concerné, hein. Donc ce modèle de débruitage, on va le faire tourner pour savoir quel poids, donc quelles couches sont les plus importants. Ensuite, on va effectivement réduire drastiquement la précision avec laquelle ils sont stockés, en tenant compte de ce qu'on a vu au calibrage. Et ensuite, on va faire gaffe à ce que les poids
En fait, les poids, ils sont entre moins 1 et 1. C'est-à-dire que c'est des poids qui sont... ils ont tendance à se distribuer autour de 0 de manière assez symétrique. Et donc, il faut permettre de garder cette symétrie, donc de stocker des poids qui sont, disons, même en très faible précision, qui puissent se répartir de manière symétrique autour de 0. Je dis ça parce que c'est tout simplement, admettons que vous ayez vous êtes sur 1 bit, par exemple. Certains poids peuvent être sur 1 bit, vous avez 0,1, donc vous n'êtes pas autour de 0, quoi. Donc en fait, il faut se débrouiller pour que tout soit autour de 0 comme il faut. Et après, c'est pas fini. Et c'est là où le truc se complique, hein, c'est qu'après, il y a une phase de distillation. Alors, distillation, oui, c'est comme pour l'alcool, effectivement. Ah, j'allais te poser la Un question. petit peu, Ok, je suis un petit rassuré. peu. Mhm. Ça consiste à prendre le modèle compressé et à lui faire suivre une formation sous la supervision du modèle d'origine. C'est là qu'on dit qu'on distille un modèle, parce qu'on prend un gros modèle et après ça fait un petit modèle, parce qu'en fait on extrait, au lieu d'extraire l'alcool, hein, en gros, de concentrer C'est du jus l'alcool. concentré de modèle, quoi. C'est un peu l'idée, c'est-à-dire au lieu d'extraire l'alcool et de concentrer l'alcool, tu extrais les connaissances et tu concentres les connaissances. Donc en fait, tu prends les connaissances du gros modèle, tu les extrais, tu les concentres dans le petit modèle. C'est pour ça que ça s'appelle une distillation. D'accord. Le gros modèle devient le prof, en gros, du plus petit, et le modèle compressé, il va modifier légèrement ses propres poids au fur et à mesure pour coller le mieux possible au prof. Et après tout ça, on obtient un Stable Diffusion qui est tellement petit qu'il rentre sans souci dans n'importe quoi et qui peut générer des images assez rapidement en utilisant très très peu de RAM, et avec ou sans NPU d'ailleurs, donc c'est assez dingue. Eh ben, écoute, belle évolution. J'ai l'impression que ce sera probablement les prochaines étapes, hein. C'est comment arriver à alléger les ressources qui sont nécessaires. On a déjà fait Ça en prend énormément de progrès. On a déjà oui, réduit c'est par sûr. 10 ou plus, 15 la puissance nécessaire. Ah ouais, oui, déjà? bien Ah la sûr, bien vache. sûr. Ok. C'est ce que Ah, putain, je dit pensais Microsoft. pas que ça avait hein. déjà autant avancé. Microsoft, Ouais. il estime à 12 fois le gain entre la le vache. début de ChatGPT et aujourd'hui. Oh, ok. Ok, je savais que ça réduisait, mais je n'aurais pas du tout évoqué des telles proportions. Ok, donc, et puis en plus, ça va pas s'arrêter. Tu as évoqué déjà à plusieurs reprises la nature open source des LLM. Un peu de nouveau dans ce domaine, Oui, je parle Guillaume? constamment de modèles de deep learning open source, de modèles de langage open source en particulier, et j'ai déjà dit que c'était un abus de langage, un abus commode, mais c'est un abus de langage parce que si les poids, c'est-à-dire les modèles, le modèle tout cuit, hein, tout fait, tout entraîné, est effectivement téléchargeable et utilisable par tout le monde, c'est avec diverses licences déjà, donc c'est pas forcément toujours des licences permissives, pas forcément des licences commerciales, etc. Et c'est aussi sans possibilité de pouvoir répliquer le modèle pour le reproduire, ce qui est le cas avec les logiciels open source normaux en général quand même. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas toujours les codes et en général, on n'a pas les données. Donc il existe des exceptions, mais elles sont assez rares, hein. Il y a des versions de Llama qui sont totalement ouvertes à des reproductions de Llama, c'est les Open Llama, on a les Pythia aussi, on a le Bloom, on a les Red Pajama qui sont aussi des modèles, Red Pajama Insight, qui sont des modèles open source, mais qui sont aujourd'hui surclassés. Les modèles comme Bloom, c'est un modèle qui est relativement ancien, c'est des modèles qui sont surclassés aujourd'hui, et en plus ils sont assez petits. Les Red Pajama par exemple, ou les Open Llama sont assez petits. Et ça c'est pour des raisons de budget évidentes. Et donc c'est assez étonnant de voir arriver un gros modèle de 65 milliards de paramètres, hein, qui est au niveau du Llama 2 de même taille, qui est même un petit peu au-dessus, et qui soit totalement reproductive. Et c'est le cas de K2, qui est un des premiers LLM transparents de haut niveau de performance, à ce niveau de performance. Donc si vous voulez mentionner ça, un K2 de LLM 360, il y a aussi d'ailleurs des petits modèles, il y a Amber et Crystal Coder qui sont à 7 milliards de paramètres, donc c'est des petits modèles transparents, mais c'est vrai qu'apparemment c'est quand même possible et c'est encourageant de voir qu'il y a des gros modèles de haut niveau. Alors même si Llama 2 est évidemment surclassé par Llama 3 aujourd'hui, hein, c'est quand même un niveau qui est raisonnable, hein, pour un modèle de langage, et qui est donc totalement reproductible et totalement transparent. On termine avec une publication de recherche avec des transformers qui sont, alors j'aimerais bien le traduire en français, groquifiés. Est-ce que ça marche, Guillaume? Ils sont groquifiés, groqués, il va falloir donc là ça va être un petit peu plus complexe, un petit peu plus long, mais c'est vraiment intéressant et je pense que ça peut avoir un gros potentiel. C'est un article Allons-y. qui est sorti fin mai, qui pourrait avoir des conséquences assez profondes, hein, sur les futurs LLM ou les futurs les modèles de deep learning, hein. Alors c'est pas sûr non plus, mais bon, c'est quand même possible. Et on parle d'un phénomène qui est connu depuis un petit moment et qui conserve quand même une part de mystère, hein, c'est le grokking. Alors grokking, donc de grok. Vous vous souvenez pourquoi le chatbot de X, Grok, s'appelle comme ça? Il s'appelle Grok. Ah, pas du tout, moi. Pourquoi? On en avait parlé, hein, on avait parlé au moment de sa Je me rappelle sortie. plus. C'est une référence à un roman de science-fiction qui s'appelle En Terre étrangère, qui a été écrit par Robert Heinlein et qui a eu le prix Hugo 62, et ça se passe sur Mars. Et donc les gens là-bas, ils parlent le martien.
Et finalement, il y a un verbe qui est extrait donc de ce langage qui s'appelle to grok, G-R-O-K. Mhm. Et dans le livre, c'est un verbe martien qui signifie comprendre pleinement. Enfin, c'est vraiment capter totalement un truc, tu vois, totalement. Et donc ce sens de grok a donné le nom donc au chatbot de X, qui s'appelle Grok, c'est pour ça qu'il s'appelle Grok, et ça a aussi donné le nom à un phénomène étrange en deep learning qu'on a appelé le groking. Alors pour entraîner un réseau de neurones, vous savez, on présente des exemples au réseau, le réseau qui sait rien foutre au début, et puis on lui présente des exemples, et puis évidemment il va faire des erreurs. On va calculer l'erreur qu'il fait sur un exemple particulier. Cette erreur, ensuite, elle est rétro-propagée dans le réseau pour savoir quel neurone est responsable de quelle erreur, de quel niveau d'erreur. Et puis, on va modifier en conséquence les neurones comme ça pour qu'ils fassent le moins d'erreurs au fur et à mesure, de moins en moins d'erreurs. Donc, au fur et à mesure, les erreurs commises par le réseau sont censées baisser. Et puis, on le voit sur ce qu'on appelle la courbe de Loss. C'est une courbe qui, en général, part de assez haut. Ça codifie les erreurs que fait le modèle. Et puis après, ça baisse assez vite. Parce que le modèle commence à capter les trucs les plus évidents, puis après ça baisse plus lentement, et puis ça se stabilise à un niveau d'erreur bas, idéalement assez bas pour qu'on puisse dire à son chef c'est bon, ça fonctionne, on arrête. Bon. Quand on voit que l'erreur se stabilise, en général on arrête les frais. Parce que justement, c'est des frais, évidemment, de faire tourner des gros serveurs, tout ça. Et que trop pousser le nombre d'étapes d'entraînement sur un modèle qui fait déjà le boulot, ça pourrait le forcer à faire de la mémorisation par cœur, et c'est contre-productif. On veut pas que le système mémorise par cœur, on veut qu'il puisse généraliser, et on veut pas qu'il régurgite les exemples simplement. On veut pas faire ce qu'on appelle de l'overfitting, surentraîner un modèle. Surentraîner un modèle sur des données d'entraînement, sur ces données, sur ces exemples qu'il a vus, ça favorise pas forcément ses performances sur les autres données, sur les données qu'il n'a pas vues, sur les données de test en particulier, puisqu'on fait toujours ça. On divise les données qu'on a en deux ensembles. On a un ensemble d'entraînement, on va entraîner le modèle dessus avec les exemples qu'on va lui montrer, et puis on a une partie de données que le modèle ne voit pas, qu'il ne voit jamais. Et après, on le teste sur le... évidemment, on fait donc la courbe de Loss, donc il doit être bon, le modèle entraîné sur les données d'entraînement. Et puis après, on le teste sur les données qu'il n'a pas vues, les données de test, et puis il doit être bon aussi sur ces données de validation. Et c'est là qu'on peut dire que le modèle a vraiment généralisé, qu'il est efficace et qu'il ne fait pas juste du par cœur. Sauf que parfois, il se passe des trucs bizarres. En 2022, il y a des chercheurs de Google et OpenAI qui ont voulu apprendre à un réseau de neurones à faire des divisions modulo 97. Bon, c'est une opération arrêtée. Quelle idée ? N'est-ce pas ? Alors, c'est une opération arithmétique arbitraire, complètement arbitraire. C'est très simple à calculer pour un ordinateur normal, évidemment. Mais évidemment, c'est pas très facile à reconnaître. Bon, pour nous, à la limite, mais pour un réseau de neurones, c'est pas très facile à comprendre comment ça marche. Si tu sais pas d'avant que c'est la division modulo 97, c'est pas évident pour un réseau d'apprendre à faire le calcul, quoi. En fait, ça a même pas marché du tout au début. Donc ils ont pris un réseau de neurones, ils ont entraîné ça sur un bon millier d'itérations, et le réseau ne faisait presque plus d'erreurs sur son ensemble d'entraînement. Par contre, il était incapable de faire le moindre calcul juste sur l'ensemble de validation. Donc en un mot, il avait rien compris. Donc ils l'ont laissé encore 10 fois plus de temps à cuire, avec 10 fois plus d'exemples, tout ça, il entraînait 10 fois plus longtemps. Toujours pareil, on était dans l'overfitting total, c'est-à-dire qu'on faisait un sans faute sur les exemples, mais on était incapable de résoudre les exercices. Et puis là, coup de théâtre, après avoir continué à entraîner le modèle plus de 100 fois le temps normal, soudainement, le modèle s'est mis à comprendre. Il a commencé à comprendre. À 1000 fois le temps normal, il a fini par faire un sans faute sur le test de validation. Il a complètement compris comment ça marchait, il a groqué. Il a capté. Donc les chercheurs ont réussi à relier ça à un changement géométrique dans la structure des poids, ils ont fini par s'auto-organiser dans la bonne configuration. Plus tard, en octobre 2022, il y a d'autres travaux qui rapprocheront le groking d'une sorte de transition de phase en physique. Une transition de phase, en physique, c'est comme la glace qui se transforme en eau, le solide vers le liquide. Cette transition, elle se produit uniquement dans des conditions très précises de température et de pression. C'est solide, puis à un moment, la température monte juste au-dessus du seuil et ça bascule vers le liquide. Bon, une transition de phase. Le groking, c'est un peu pareil. Quand un modèle galère, il galère tellement que ça en est sans espoir, mais il finit après énormément de temps par piger le truc. Autrement dit, le modèle peuvent comprendre vite, mais il faut leur expliquer très 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 longtemps. Tu vois. Alors si le groking est une forme de transition de phase, il doit y avoir un diagramme des phases, c'est-à-dire c'est un diagramme qui montre qui montre la transition en fonction de certains paramètres liés aux données d'entraînement ou à la configuration du modèle, qu'on appelle d'ailleurs les hyperparamètres. Et donc, on en revient à l'article paru fin mai, qui s'intéresse cette fois à la compréhension de relations logiques dans les transformers.
Les transformers, c'est les architectures de nos chatbots chéris, hein. Donc le but, c'est de savoir si, éventuellement, un LLM peut, en théorie, apprendre les relations logiques, des relations logiques simples, hein, comme la composition et la comparaison. Alors, c'est des trucs très simples, hein. La comparaison, c'est savoir dire que si Trump a 78 ans et Biden a 82 ans, alors Trump est plus jeune que Biden. On n'est pas, Ouais. ça va. Pour la composition, c'est aussi simple en fait, hein. Si les élections européennes impliquent la victoire de l'extrême droite et que la victoire de l'extrême droite implique la dissolution, alors les élections européennes impliquent la dissolution. C'est simple. Bon, Ouais. évidemment, si on n'était pas au courant de la règle avant, ça surprend, mais en fait, c'est simple. Bref, les chercheurs de Carnegie Mellon et Ohio State University ont entraîné les transformers à répondre à ce genre de truc. Attention, c'est avec des relations abstraites. Dans le principe, c'est la même chose, mais c'est avec des trucs de la forme si A45 implique B67 et que B67 implique A13, alors A45 Mhm. implique A13. Tu vois le genre de truc. Très bien. Ouais, Donc c'est un ouais. dataset qui est totalement synthétique et qui est vraiment là uniquement pour tester la capacité des réseaux à apprendre ce genre de truc. Eh bien, il y a plusieurs conclusions à ce test. Alors, premièrement, le transformer n'arrive pas à apprendre correctement, il arrive à apprendre correctement que par grokking. Pour la composition, il n'arrive pas à avoir de bons scores sur le set de validation, sauf si tu l'entraînes 10 fois plus de temps que ce qu'il faudrait, en fait. Le modèle se met à faire de l'overfitting, c'est-à-dire qu'il commence à répondre totalement juste sur les données d'entraînement, mais il continue à faire n'importe quoi sur les données de validation, et si tu fais 10 fois plus que ça, si tu vas encore 10 fois plus loin dans l'overfitting, il commence à comprendre. Et il y a un phénomène de grokking clair où il atteint 100% des bonnes réponses, 100% de bonnes réponses sur le test de validation après 100 fois plus de trucs. Donc, c'est très intéressant parce que vraiment, c'est de l'overfitting. C'est-à-dire qu'il maîtrise pendant très très longtemps tout ce qu'il y a dans son ensemble d'entraînement, mais il met énormément de temps à comprendre et à réussir ce qu'il y a à l'extérieur de son test d'entraînement, de son set d'entraînement. Donc un transformer peut apprendre des règles logiques par grokking. Par ailleurs, un transformer classique ne généralise pas très bien pour la composition. Il aurait besoin d'une forme de mémoire intercouche pour l'aider. On pourrait d'ailleurs revenir à une structure complète en encodeur-décodeur, donc ça, c'est pas vraiment un obstacle en réalité. Mais la comparaison, par contre, peut être totalement maîtrisée via le grokking. Donc il peut complètement comprendre comment ça fonctionne, mais via le grokking. Et il y a une autre bonne nouvelle, c'est que ce grokking, qui donc prend énormément de temps du coup, hein, puisqu'il faut overfitter, et puis pendant 10 fois, 100 fois le temps, et puis après il commence à piger. Mais heureusement, ça peut être accéléré, donc c'est une très bonne nouvelle. Mm. Et donc ça peut être accéléré en faisant gaffe à la composition du dataset. En fait, apparemment, il y a une manière et des proportions d'exemples qui permettent d'accélérer un petit peu le processus, et donc de groquer plus rapidement. Donc c'est un petit peu ce qu'on pouvait en dire. Le grokking, c'est vraiment un phénomène fascinant qui pourrait indiquer que les modèles qu'on a ont encore un potentiel inexploité en réalité. Mais que c'est un potentiel qui est très difficile à atteindre, parce que ça veut dire qu'il faut les surentraîner et les overfitter pendant très longtemps pour révéler de nouvelles choses potentiellement. Donc les exemples en plus que j'ai donnés sont issus de modèles synthétiques. Donc on l'a dit, hein, c'est des modèles qui sont artificiels, hein, qui sont entraînés sur des données artificielles aussi, uniquement pour explorer une facette ou une autre du phénomène. On n'a pas d'exemple de grokking, enfin je crois pas, dans un LLM de haut niveau dont on parle tout le temps, tu vois. On n'a pas Ok. d'exemple de grokking sur un Llama ou sur un GPT ou quoi que ce soit. Il pourrait y avoir un potentiel inexploité, ou pas du coup, on n'en sait rien, parce que c'est des systèmes qui sont extrêmement complexes et qui sont très très chers à entraîner de toute façon, donc du coup, les groquer, si vraiment ça prend super longtemps, ça va être très très compliqué. Mais c'est intéressant de voir que finalement, il est possible que même les transformers aient de meilleures performances de compréhension que ce qu'ils ont, que ce soit possible, et qu'à l'avenir, éventuellement, on pourrait les révéler sans même avoir changé d'architecture. Ok, une espèce de boost, quoi, ou d'overclocking. Je sais pas trop comment le résumer quelque part, mais il va falloir qu'on trouve un moyen de trouver un mot qui corresponde au grokking comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver Non, mais en grokking, français globalement, ça veut dire Ouais, mais compréhension, ça veut dire enfin, que le modèle, il capte le truc, tu vois. ouais, C'est juste qu'il ouais. capte le truc Mais après lui avoir rabâché très, 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 ouais, il a très longtemps. capté, quoi. Ok, c'est C'est-à-dire, bon, je l'ai. c'est J'ai comme capté, si tu j'ai la avais un ref, quoi. élève qui était particulièrement teubé, Ça et il n'existe faut pas. lui Oui. répéter 10 fois, 100 fois, et au bout de Ouais. 250, 500 fois, il finit par comprendre. C'est Tu vois. l'archétype de il comprend vite, mais il faut lui expliquer très, très longtemps. Exactement, c'est ça. Bon, très bien.
Eh ben écoute, très bien. Merci beaucoup, Guillaume. J'ai l'impression que je groque certaines choses parfois. Merci beaucoup pour cette couverture du Computex 2024 que vous avez en exclusivité. Grâce à Guillaume Poggiaspala dans Tech Café. Merci également pour ta revue complète de tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle, et en tout cas de tout ce qui sortait du Computex. Vous avez, avec l'épisode hebdomadaire et ce supplément, je pense, une couverture hyper exhaustive de l'actualité des nouvelles technologies. N'hésitez pas à nous le faire savoir. Si vous partagez cet avis en allant sur le serveur Discord de Tech Café, dans les commentaires sur techcafé.fr et même en envisageant un soutien que vous pouvez plafonner et suspendre à tout moment en allant sur patreon.com/techcafé. Guillaume, il est grand temps de nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver en cette fin de semaine. Moi, j'ai encore du boulot parce qu'il va falloir que j'essaye Stable Audio Open. Et peut-être très bien. On sent tu es en train de préparer des petits pièges, toi. Très bien. Merci, Guillaume. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve désormais dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.